Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. L'objectif de cette vidéo, c'est d'introduire ce qu'est l'analyse de Fourier. Donc on va se poser trois questions. Premièrement, quelle est l'idée de l'analyse de Fourier? Qu'est-ce qu'on cherche à faire dans l'analyse de Fourier? Ensuite, de cette idée va émerger les problèmes mathématiques qu'on va chercher à déterminer et dont l'objectif de cette série de vidéos sur l'analyse de Fourier va avoir pour objectif d'y répondre. Et enfin, à quoi ça sert dans la vie courante, l'analyse de Fourier? Parce que c'est un outil extrêmement utile en mathématiques et donc en physique. Mais du coup, comment est-ce que ça se concrétise dans la vie réelle? Et bien pour ça, on va commencer par introduire c'est quoi l'idée de l'analyse de Fourier. Alors l'idée de l'analyse de Fourier, c'est qu'on peut écrire certaines fonctions comme une somme de cosinus et de sinus. Et donc comment est-ce qu'on peut les écrire, ces fonctions? Comme la forme comme une somme de sinus et de cosinus. Et donc c'est-à-dire concrètement, cosinus x. Donc ça c'est ce qu'on appelle les séries de Fourier. On a une série, donc une série de Fourier. Et ensuite, on peut créer des fonctions sous la forme d'une autre somme qui est une intégrale, parce que l'intégrale est une somme. Sous cette forme-là. Alors si vous me posez la question, dans cette fonction, où est-ce qu'est le cosinus, où est-ce qu'est le sinus? Eh bien, vous inquiétez pas, on fera un rappel sur les nombres complexes, mais il est caché dans l'exponentielle ikx. Ok. Et donc du coup, ça c'est ce qu'on appelle la transformée de Fourier. Voilà. Et donc maintenant, de cette idée, qu'est-ce qu'on a envie de faire mathématiquement? Sachant qu'en mathématiques, on connaît très bien EIKX, enfin on connaît très bien la fonction exponentielle, on connaît très bien la fonction sinus, on connaît très bien la fonction cosinus. Et bien l'objectif mathématique et du reste de la suite de ces vidéos, ça va être de déterminer ce qu'on ne sait pas en mathématiques. Et qu'est-ce qu'on ne sait pas en mathématiques? C'est exprimer les coefficients a, n, b, n et la fonction f chapeau k. F chapeau de k. Donc alors, non, pardon. La fonction f chapeau, sachant que f chapeau de k n'est pas une fonction, c'est l'image d'une fonction, donc du coup c'est un réel, ça peut être aussi un complexe, etc. Mais donc, voilà. Et donc l'objectif, ça va être d'exprimer qu'est-ce que c'est que la fonction f chapeau, qu'est-ce que c'est les coefficients a, n, b, n, et donc pour ça, il faut suivre la suite des vidéos. Et on va répondre à ces questions au fil et au fur et à mesure. Pardon. Et donc maintenant, j'aimerais bien qu'on fasse un point historique pour savoir comment est née l'analyse de Fourier.
bien, l'analyse de Fourier, ça commence à quand même à faire vieux. On est sur la fin du XVIIIe siècle, donc en 1790, et on a le mathématicien et physicien français Joseph Fourier qui cherche à résoudre l'équation de la chaleur. Et là, on peut se poser la question, mais qu'est-ce que c'est que l'équation de la chaleur? Eh bien, l'équation de la chaleur, je vais la démontrer dans une autre vidéo. Ça va être une vidéo un peu hors série, puisque ça va pas être ce qui est le plus intéressant dans l'analyse de Fourier, mais c'est juste pour histoire d'avoir le point de départ. Mais je tiens quand même à faire la démonstration. Mais c'est pas des maths, c'est de la physique. Donc, ouais. Donc du coup, je décide de faire une vidéo un peu hors série pour montrer la démonstration de l'équation de la chaleur pour ceux qui sont intéressés pour savoir comment est-ce qu'on démontre l'équation de la chaleur. Et donc, l'équation de la chaleur, c'est qu'on a une barre et on cherche et on la chauffe au point zéro, par exemple. On la chauffe au point zéro. Et donc l'objectif, ça va être de savoir comment est-ce que se comporte la chaleur tout au long de cette barre. Et bien, pour ça, Joseph Fourier, il a énormément travaillé. Et d'ailleurs, il y a l'équation de Fourier qui permet de la résoudre, dont vous verrez dans la vidéo de démonstration de l'équation de la chaleur. Donc, par contre, j'ai marqué équation de la chaleur. Parce que c'est un peu le point de départ historique de l'analyse de Fourier. C'est un peu ce qui l'a fait naître. L'équation de la chaleur. Eh bien, ce qui est intéressant dans l'équation de la chaleur, alors, c'est qu'on a une équation sous la forme d la dérivée partielle de la température par rapport au temps est égale à une constante près, que je vais appeler C, à la dérivée partielle de la température, à la dérivée partielle seconde de la température en fonction de la position. Alors, et du coup, on remarque deux choses. C'est premièrement que la somme de deux solutions est solution de l'équation. Autrement dit, si je pose T1 et T2 et T2 comme solution, eh bien, on a la dérivée de T1 plus T2 par rapport au temps qui est égale à dérivée de T1, dérivée partielle de T1 par rapport au temps, plus dérivée partielle de T2 par rapport au temps, qui sont eux-mêmes égales à dérivée partielle de T1 par rapport à la position, dérivée partielle seconde, pardon, plus dérivée partielle seconde par rapport à la position de la température T2. Ok. Et donc maintenant, ce qu'on peut se poser, c'est là on a la somme de deux solutions, mais du coup, c'est quoi une solution? Eh bien, la solution de cette équation, et d'ailleurs je vais vous montrer pourquoi, c'est toutes les fonctions qui peuvent s'écrire sous la forme de tk xt. Donc, là, on a la position, non, on a le temps, qui s'écrit sous la forme de e moins k carré t sin kx. Okay. Et donc, comment est-ce qu'on vérifie que notre solution est la bonne? Eh bien, on va tout simplement injecter cette fonction-là dans la fonction, on va observer si on obtient bien la même chose. Eh bien, c'est parti. Donc déjà, la dérivée de t en fonction du temps.
Donc du coup, on a une exponentielle moins 4 carré t fois un sinus un sinus kx. Et donc du coup, la dérivée de cette fonction par rapport à t, donc x ici est constant, donc ça veut dire qu'on sait d'office que sin kx va être constant, et on a juste à dériver e de moins k carré t. Et pour dériver une exponentielle, c'est assez simple. On a juste à dériver par rapport à t ce qu'il y a à l'intérieur de ça, et on le met devant. Donc là, la dérivée de ça, c'est moins, donc je vais mettre le moins devant, moins k carré. Donc la dérivée de moins k carré t par rapport à t, c'est moins k carré. Et donc du coup, exponentielle. Et la dérivée d'exponentielle, c'est elle-même. Donc du coup, moins k carré t. Donc ça, c'est dans un premier temps. Et maintenant, on va dériver 2 fois t par rapport à la position. Alors, afin de faire les choses calmement et posément et d'éviter de se tromper, je vais faire une dérivée après l'autre. Donc la première dérivée, on va dériver une seule fois seulement cette expression-là par rapport à la position. Donc cette fois-ci, ce qui ne change pas dans l'équation, c'est le moins k carré t, qui là est constant dans cette expression. Et ensuite, on a juste à dériver sin de kx. Alors c'est une dérivée composée, donc on dérive sin de kx et on multiplie par la dérivée ce qu'il y a dans le sinus, parce que mange le sinus. Donc du coup, on a cos kx fois k. Parce que la dérivée de kx, en fonction de la position x, c'est k. Donc là, on a dérivé une fois. Et bien maintenant, on va redériver une seconde fois pour voir si on obtient bien la même chose que t rond t, que la dérivée de la température par rapport au temps. Et donc du coup, on redérive une seconde fois. Alors, ça je vais l'appeler T1. Et donc ça c'est la dérivée de T1. Et donc on redérive par rapport à la position. Et donc du coup on a toujours exponentielle de moins k carré. Et là cette fois-ci, la dérivée de cosinus, c'est moins sinus. Du coup je vais mettre là, hop, moins sinus de kx fois k carré, puisqu'il y a le k qui sort de l'expression du cosinus, qui est sorti, et donc on multiplie par k. Parce que, comme tout à l'heure, la dérivée de kx par rapport à x, c'est k. Et là, maintenant, on va voir, est-ce qu'on obtient la même chose? Alors, je vais un peu réarranger les termes par la multiplication est commutative. Donc, du coup, on peut réécrire que la dérivée de la température par rapport au temps, c'est égal à moins k carré exponentielle moins k carré t sinus kx. Et on voit bien que c'est bien égal à la dérivée seconde de t, puisque là on a dérivé 2 fois. Donc, alors ça c'est égal à la dérivée seconde de t par rapport à la position. Et donc du coup on a bien moins k carré sin kx. Et donc ça c'est égal à la dérivée de la température, à la dérivée seconde de la température par rapport à la position. Et ça, moi je trouve ça magique. Moi j'adore en maths quand ça se passe comme ça, c'est-à-dire que on
on fait des choses qui semblent complètement sur des chemins opposés. Donc il y en a un qu'on dérive en fonction du temps, un qu'on dérive en fonction de la position, deux fois certes, mais on retombe sur la même chose. Et à vrai dire, moi je trouve ça assez fabuleux de retomber sur des trucs comme ça, je trouve ça assez plaisant. Du moins. Ok. Donc ça c'était un peu la naissance d'équation de Fourier, parce que comme on remarque bien que ça, c'est la somme de sinus, d'un sinus et de cosinus. Okay. Et donc maintenant, mais du coup, depuis l'équation de la chaleur, si ça sert qu'à ça, pourquoi est-ce qu'on l'utilise encore une fois? Encore aujourd'hui, pardon. Eh bien, on utilise tout bonnement, c'est grâce à ça que vous m'écoutez aujourd'hui. Et donc, pourquoi est-ce que je dis que c'est grâce à l'analyse de Fourier que vous m'entendez aujourd'hui? C'est parce que l'analyse de Fourier, ça permet de traiter le son. Donc ça veut dire de convertir ma voix actuelle dans la pièce dans laquelle je me trouve en signal électrique et vous le transmettre. Voilà. Donc ça, c'est le but de l'analyse de Fourier. Et aussi, plus tard dans la physique, donc là c'est possible que je ne le ferai pas dans les cours d'analyse de Fourier pour des raisons qui vous semblaient évidentes, c'est que ça permet aussi, alors ça c'est un peu plus poussé, de comprendre le principe, c'est aussi lié au principe d'incertitude de Heisenberg. Donc je vais quand même écrire qu'est-ce que c'est que le principe de Heisenberg. Pardon, je me suis trompé de sens dans l'inégalité. Ouais. Donc ça c'est le principe d'incertitude d'Heisenberg. Et donc ça nous dit que l'erreur de la position, alors c'est vraiment assez complexe, mais je reviendrai plus spécifiquement sur le principe d'incertitude d'Heisenberg plus tard dans l'année vis-à-vis de la mécanique quantique. Donc c'est erreur de la position. Erreur de la quantité de mouvement. Qui est supérieure ou égale à la constante de Planck réduite. Alors, la constante de Planck réduite, qu'est-ce que c'est? C'est la constante de Planck qui est égale à h sur 2pi, et 2pi qui est égal à 2pi. Voilà. Et donc, du coup, c'est ainsi que s'achève l'introduction sur l'analyse de Fourier. Et donc, dans les prochaines vidéos sur l'analyse de Fourier, comme vous l'avez vu, il y a beaucoup de notions qu'il faut connaître pour bien comprendre ce que c'est que l'analyse de Fourier. Et donc, on va faire un petit rappel autour des nombres complexes. Puis, on va faire aussi un petit rappel sur les suites, parce que série de Fourier, qui dit série, dit suite, et qui dit transformé de Fourier, dit nombre complexe, étant donné qu'il y a le exponentiel IKX. Et bien voilà, j'espère que ça vous aura plu. Cette vidéo est beaucoup plus courte que les autres. J'espère que ce nouveau format vous satisfera. Je ne sais plus comment en parler. Donc du coup, j'espère que ce format vous plaira. Et je remercie d'ailleurs les retours que vous m'avez fait sur les précédentes vidéos. Et c'est notamment pour ça aussi que cette vidéo est un peu plus courte, parce que vous m'avez dit que quand même pratiquement 1 heure de vidéo, ça pouvait sembler assez conséquent et indigeste. Et j'en ai pas pris conscience, mais c'est vrai que du coup j'en ai pris conscience maintenant, et c'est vrai que je me rendais pas compte que 1 heure de vidéo, ça pouvait sembler si indigeste, surtout dans des notions comme comme des notions sur des notions physiques, c'est vrai que ça peut en perdre certains. Donc je vais faire des vidéos plus courtes. Et donc du coup, ça va me permettre aussi de mieux segmenter mes cours. Par exemple, je ferai plus de vidéos d'1 heure.
Je ferai des vidéos, j'essaierai de faire autour de 20-30 minutes maximum. Là, c'est déjà à 20 minutes, mais c'est pour expliquer, c'est un peu plus du blabla là que je fais que réellement des cours. Et donc du coup, l'objectif donc des autres matières, c'est aussi de segmenter le cours de cette façon. Là par exemple, analyse de Fourier, je dis que je vais faire un rappel sur les nombres complexes, mais je vais segmenter les vidéos pour faire en sorte que chaque partie dure 20 minutes, donc ça veut dire que j'aurai peut-être 3 vidéos sur le rappel des nombres complexes. Il y aura aussi 3 vidéos sur le rappel des suites, et puis même par exemple en électromagnétisme aussi, etc. Je ferai en sorte de vraiment de faire des vidéos beaucoup plus courtes afin de peut-être mieux approfondir le propos, même si je pense que euh, ça va de ce point de vue-là. De moi, j'ai pas eu de retour me disant que je manquais que c'était pas assez approfondi, plutôt. Et donc voilà. Donc j'espère que cette vidéo vous a plu. Si vous avez d'autres conseils ou si j'ai fait des erreurs dans la vidéo, n'hésitez pas à me le dire. Si vous avez des questions aussi, notamment, n'hésitez pas. Par exemple, vous pouvez me poser la question, vous t'as dit certaines fonctions, mais ça veut dire quoi certaines fonctions? Eh bien ça, bon, on le verra par la suite. Ça va être un peu le cœur euh, du cours de l'analyse de Fourier. Et donc voilà. Donc si vous avez des questions, n'hésitez pas. Et si vous avez des recommandations aussi, je prends totalement. Voilà. Bonne journée et bonne soirée. Et à la prochaine.